Bien, monsieur le commissaire, nous allons peut-être commencer. Je crois que Jérôme Cahuzac va arriver d'un moment à l'autre parce qu'il est pris dans les embouteillages. Donc, il m'a prié de l'excuser auprès de vous. Et je voulais vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir pour cette audition commune entre la Commission des finances et la Commission des affaires européennes. Alors on peut dire, monsieur Rehn, que vous êtes au cœur de très nombreux sujets de l'actualité européenne et que le travail ne manque pas pour vous. Je voudrais d'abord vous féliciter personnellement et de rappeler les progrès accomplis sur une voie que l'on croyait longtemps bouchée avant que l'Europe enfin ne se décide à avancer ensemble vers un gouvernement économique commun. Les sujets sont trop nombreux pour que je les énumère tous. Je retiens simplement à ce stade trois grands axes de l'action sur lesquels l'Europe est appelée à prendre ses responsabilités. D'abord, évidemment, la situation de l'économie européenne et les épisodes des crises des dettes souveraines. La solidarité européenne s'est manifestée avec force pour la Grèce, pour l'Irlande, pour le Portugal. Et en parallèle, les États membres font les justes et nécessaires efforts d'assainissement, donc de responsabilité que commande cette solidarité. Mais cela dit, les nuages sont toujours là. La situation de la Grèce est particulièrement préoccupante. Et je voudrais en profiter pour vous demander quelle est la véritable différence entre reprofilage et restructuration. Et je voudrais vous demander, est-ce que le blocage des aides du FMI et des États membres dans l'attente des réponses de la Grèce est quelque chose de véritablement envisagé? Deuxième chantier, le chantier de la gouvernance économique. Nous-mêmes, nous avons travaillé, nous avons eu un débat à l'intérieur de l'hémicycle et nous avons transmis à la fois nos propositions sur le programme de stabilité et sur le programme des réformes de la France. Je voulais vous demander si votre opinion sur l'évolution probable des débats et sur la qualité des programmes de stabilité et de réforme qui ont été déposés par les États membres. Et nous serions heureux, bien sûr, de vous entendre sur le pacte pour l'Euro plus. Et c'est un thème qu'avec Jérôme Cahuzac qui arrive et que j'ai excusé, c'est un thème sur lequel Jérôme Cahuzac, le rapporteur du budget et moi-même sommes très attachés. C'est la participation des parlements nationaux au semestre européen. On a fait une proposition qui a été d'ailleurs reprise à la fois par le président Accoyer, le président du Sénat, M. Gérard Larcher, qui a été d'ailleurs présentée à la conférence des présidents d'assemblées nationales de toute l'Europe et qui a recueilli un avis favorable. Nous sommes attachés à ce que, même si un progrès énorme a été fait sur la gouvernance économique, sur le semestre européen, il y ait une coordination entre les parlements nationaux, c'est-à-dire les présidents de commission des finances, les responsables des commissions des finances des 27, et le Parlement européen. Et je pense que nous défendons cette idée. Je vous le dis à vous, commissaire, parce que vous pouvez quand même si ça regarde les parlements, nous aider.
à faire en sorte qu'au mois de mai, donc l'année prochaine, cette coordination entre parlements nationaux et parlements européens, à travers une commission interparlementaire, se mette en place au mois de mai. Je crois que ça compléterait totalement le semestre européen. Enfin, le chantier de la régulation financière, sur lequel je sais que vous travaillez en étroite coordination avec le commissaire Michel Barnier, et dont je suis sûr que vous direz un mot. Puis je ne peux pas m'empêcher de terminer, parce que si j'ai bien compris, Madame Lagarde, d'après la presse, va annoncer sa candidature aujourd'hui. Je voulais vous demander votre opinion sur les chances que l'Europe soit à nouveau occupe à nouveau le poste de directeur général du FMI. C'est évidemment quelque chose de très important pour l'avenir de l'Europe. Voilà. Je vais passer la parole à Jérôme. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. D'abord, permettez-moi de bien vouloir m'excuser pour mon retard. Comme j'arrive de beaucoup plus près que vous, il était donc normal que vous soyez là avant moi. C'est une règle qui ne se dément jamais. Donc, je vous souhaite, avec retard, mais très chaleureusement, la bienvenue au sein de notre Assemblée. Le semestre européen est le prétexte que nous avons trouvé, fort judicieux pour nous retrouver. Et à cette occasion, il faut bien sûr aborder ce sujet, mais peut-être d'autres, ce que je vais me permettre de faire dans un propos qui sera, je vous le rassure, assez bref. Le semestre européen fait donc l'objet d'une première mise en œuvre cette année. Les programmes de stabilité et de croissance ont été adressés à la Commission. La France, pour sa part, joue son rôle dans le concert européen en ayant communiqué aux autorités communautaires, vous en faites partie, un programme qui suppose des efforts partagés, puisque la maîtrise de la dépense publique est une volonté affichée, mais l'augmentation des recettes l'est aussi, puisque en 3 ans, c'est entre 35 et 40 milliards d'euros de prélèvements obligatoires supplémentaires auxquels notre pays s'est engagé auprès des autorités communautaires. Demeurent des questions relatives à la coordination entre les pays et les autorités communautaires. La première d'entre elles relève bien sûr de l'existence de 2 zones, une zone euro et hors euro dans l'Union européenne. Cette coexistence pose problème, d'autant qu'aujourd'hui, les pays de la zone euro en sont à défendre cette zone dans des conditions, reconnaissons-le, extrêmement difficiles et même périlleuses. La deuxième question qui se pose est celle de l'articulation entre 2 légitimités, celle des parlements nationaux et celle des autorités communautaires. Je comprends que les autorités communautaires souhaitent faire prévaloir cette idée européenne qui, majoritairement, dans les pays de l'Union, a fini par prévaloir. Pour autant, la souveraineté des parlements nationaux est un principe sur lequel aucun parlementaire digne de ce nom ne peut évidemment transiger. Un compromis doit donc être trouvé qui respecte la grande idée de construction européenne et la souveraineté nationale telle que celle-ci peut s'exprimer à travers ces parlements nationaux. Cela pose aussi, au sein des instances communautaires, la question des rôles respectifs de la Commission, du Conseil et du Parlement européen. Je ne suis pas le mieux qualifié pour en parler, mais reconnaissons qu'entre des personnes désignées et d'autres qui sont élus par les peuples, là aussi des compromis doivent être trouvés quant aux responsabilités respectives des 2. La comparaison des trajectoires économiques est la 4e question qu'on peut se poser. Et à cet égard, je pense que nous pouvons être d'accord pour estimer que les hypothèses de construction budgétaire devraient être communes, au moins au sein des pays de la zone euro. Qu'il s'agisse du taux de croissance en Europe, qu'il s'agisse du prix de l'énergie, qu'il s'agisse des taux de change, ces questions-là doivent être débattues et faire l'objet d'hypothèses communes à l'élaboration souveraine des budgets nationaux par les parlements nationaux. Il peut y avoir des divergences d'appréciation politique quant à la mise en œuvre des politiques budgétaires, mais il ne doit pas y avoir de divergences quant aux fondements sur lesquels ces budgets sont bâtis, c'est-à-dire les hypothèses économiques au moins annuelles.
La question des sanctions, puisque c'est ainsi qu'elle se pose, doit être abordée. En ce qui me concerne, je ne suis pas sûr que l'idée d'élaborer, a fortiori de mettre en œuvre des sanctions, soit la meilleure façon de populariser l'idée européenne. Et je suis donc, pour ma part, très réservé sur cette question-là, estimant que des discussions préalables, une forme de prévention, un travail de conviction, évidemment un peu fastidieux et parfois preneur de temps, me semble tout à fait préférable à cette idée de sanction, surtout si celle-ci devait être jugée d'application automatique et sans discussion. Je ne crois pas que ce serait un bon service à rendre à l'Europe que de faire prévaloir cette idée-là. Le degré d'harmonisation envisagé, compte tenu des spécificités des États, doit également être abordé. Il y avait des situations différentes avant la crise. Ces situations, dans beaucoup de cas, ont pu diverger davantage encore à l'occasion de la crise. Une crise qui a frappé 3 États de la zone euro pour des raisons totalement différentes. La Grèce, parce que son État s'est avéré être d'une incurie absolue. L'Irlande, parce que le secteur privé s'est avéré d'un aveuglement coupable. Et le Portugal, pour aucune de ces deux raisons, et bien davantage car les marchés ont mis en œuvre cette prophétie autoréalisatrice qui voulait que, doutant de la solvabilité de ce pays, celui-ci fut soumis à des conditions de liquidité, c'est-à-dire de refinancement de sa dette, qui devenaient insupportables. À ces 3 raisons-là, il me semble qu'il faudrait trouver 3 solutions différentes et certainement pas une solution unique, car celle-ci ne pourrait répondre à des causes tout à fait différentes. Quelle est la position de la Commission, enfin, sur la question de la conciliation des objectifs d'assainissement des finances publiques et de soutien à la croissance? De ce point de vue, si on peut comprendre, au regard des menaces inflationnistes qui existent dans le cœur de la zone euro, que la BCE augmente ses taux d'intérêt, chacun sait bien que cette décision constitue un handicap de plus pour les pays de la zone dite périphérique, lesquels n'avaient pas besoin de cette augmentation des taux pour tenter déjà de réanimer une économie tout à fait chancelante. Enfin, la position de la Commission sur le montant du mécanisme de stabilisation financière, sur les modalités d'intervention de ce fonds sont des questions tout à fait essentielles. 440 milliards d'euros aujourd'hui effectifs, 500 à terme. C'est évidemment suffisant pour traiter les crises que l'Europe a eu à traiter, mais ce serait totalement insuffisant si d'aventure cette crise devait, comme par contagion, toucher d'autres pays de la zone euro. Je rajoute un dernier sujet. La discussion est actuellement en cours au sein de la Commission pour l'élaboration d'une directive qui déclinerait ce qui fut décidé à Bâle dans le cadre des accords dits de Bâle III. Moi, je voudrais vraiment attirer votre attention sur les 2 sujets que sont le degré de précision de cette directive, les États auront-ils ou pas une marge de manœuvre dans la transcription de celle-ci, et sur le niveau d'exigence de liquidité que cette directive imposerait aux établissements bancaires. Si ce niveau est très élevé et si la transcription doit être sinon automatique, du moins quasi automatique par son degré de précision, convenons que, au moins en France en tout cas, l'activité de transformation auquel les banques se livrent d'une épargne de court terme en des prêts à long terme, cette activité-là serait en partie rendue plus difficile, voire compromise, ce qui ne pourrait que pénaliser le financement de l'économie sur le moyen et sur le long terme. Et donc je crois que, peut-être de façon consensuelle, pourrait-on s'entendre, mes chers collègues, sur l'idée qui, sans remettre en cause le principe de cette réglementation, pas davantage sur l'idée qu'il faille une directive, évidemment sur sa transcription, mais au moins sur le fait que cette réglementation puisse laisser une marge d'appréciation aux États et en tout cas indiquer un niveau de garantie de liquidité qui ne compromette pas le financement à long terme de l'économie. Voilà ces quelques propos que je souhaitais tenir en vous renouvelant mes souhaits de bienvenue, Monsieur le Commissaire. Merci Pierre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Tout d'abord, je vous remercie de m'offrir cette occasion d'intervenir à l'Assemblée nationale au cœur de la vie démocratique française. La session conjointe que vous organisez montre combien les questions économiques et européennes sont étroitement liées. En effet, face aux défis économiques auxquels nous sommes confrontés,
il ne peut y avoir de réponse qu'au niveau de l'Union européenne. Je vais essayer de répondre des questions très pertinentes que vous avez posées. Peut-être pas toutes les questions dans ma première intervention, mais on peut après, avec dialogue et débat, continuer. Et je vais, si vous me permettez, je vais parler à moitié français, à moitié anglais, parce que anglais est encore techniquement ma meilleure langue. Donc, aujourd'hui, je ferai dans un premier temps le point sur l'état des négociations en cours sur notre paquet de réformes législatives pour renforcer la gouvernance économique européenne. Dans un second temps, je m'arrêterai sur un thème auquel j'attache beaucoup d'importance, à savoir le semestre européen que vous avez évoqué, y compris des principales innovations qu'il apporte et des conséquences qu'il devrait avoir sur les travaux budgétaires nationaux. Enfin, je dirai quelques mots sur les récentes décisions relatives au lancement du pacte Euro Plus et aussi bien sûr sur la situation concernant la crise de la dette souveraine. Donc, selon notre analyse, la crise que nous traversons a révélé d'une manière brutale l'insuffisance des mesures prises par l'Union européenne pour coordonner les politiques économiques. Nous avons laissé certaines situations budgétaires se fragiliser à outrance et les déséquilibres macroéconomiques se développer, ce qui a affaibli non seulement les États membres concernés, mais aussi les autres États membres et même la stabilité de la zone euro tout entière. Pour gérer la crise, les responsables politiques européens ont dû prendre des mesures extraordinaires, allant de mesures sans précédent décidées pour permettre à nos systèmes bancaires de continuer à fonctionner, en passant par l'aide financière apportée à 3 États membres de la zone euro, jusqu'aux mesures d'assainissement budgétaire très strictes imposées à un grand nombre de pays. Grâce à ces mesures, nous avons évité un effondrement financier, écarté le risque souverain et ainsi créé les conditions qui ont permis la reprise actuelle, qui est en cours. Il y a une reprise économique en cours pour le moment pour la majorité de la zone euro. En parallèle, nous avons entrepris de corriger les lacunes de nos mécanismes de gouvernance économique, lacunes qui avaient fragilisé nos économies. Comme vous le savez, la Commission a présenté en septembre dernier un paquet de propositions législatives dans une visée très claire. Plus jamais ça. Ce paquet comprend 3 grands volets. En premier lieu, il faut, dans l'objectif d'éviter une nouvelle crise de la dette souveraine, renforcer le pacte de stabilité et de croissance et ne plus accepter les politiques budgétaires laxistes, particulièrement lorsque la conjoncture est favorable. C'est pourquoi nous voulons rendre les trajectoires d'ajustement en direction de l'objectif à moyen terme plus opérationnelle et plus contraignante. Nous voulons également rendre opérationnel le critère de la dette, jusqu'alors négligé, dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs et prêter davantage attention à la viabilité de la dette. En second lieu, nous proposons de renforcer la surveillance économique pour être en mesure
de déceler, d'évaluer et de corriger les déséquilibres macroéconomiques avant qu'il ne soit trop tard. La Commission assurera le suivi grâce à un tableau de bord d'indicateurs économiques et financiers. Lorsque des tendances non viables seront réparées, nous procéderons à une analyse détaillée de la situation des pays concernés et nous leur adresserons des recommandations spécifiques. En troisième lieu, nous devons rendre effective la surveillance économique des déséquilibres budgétaires et macroéconomiques en renforçant les mesures d'incitation et de sanctions applicables aux pays de la zone euro. Ces mesures seraient prises très tôt dans le processus de surveillance et si l'État membre concerné n'engage pas d'action corrective, leur niveau serait progressivement durci. Par ailleurs, la Commission a présenté un projet de directive sur les exigences minimales applicables au cadre budgétaire. Dans ce contexte, je salue la proposition récente qui vise à introduire en droit français un nouveau type de loi cadre pluriannuelle, la loi cadre d'équilibre des finances publiques, pour ramener la France à équilibre budgétaire. À ce que j'ai compris, après l'adoption de ces textes il y a 2 semaines par l'Assemblée nationale, la balle se trouve désormais dans le camp du Sénat. Cette loi, à l'instar des initiatives prises par d'autres pays de l'Union européenne, est la manifestation d'une nouvelle tendance dans les réformes budgétaires qui montre que les gouvernements ont compris l'importance des procédures budgétaires. Pour autant que le gouvernement français mène à bien les réformes entreprises, la France, je dois le dire, comptera parmi les meilleurs États membres de l'Union européenne pour la qualité de son cadre budgétaire. D'une manière générale, nous sommes convaincus que notre nouvelle directive améliorera la qualité des politiques budgétaires dans toute l'Europe. Notre paquet de 6 propositions est en voie de finalisation. La présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne et les rapporteurs du Parlement européen, en collaboration avec la Commission, travaillent dur à trouver des compromis. Chaque jour, en fait, travaille dur à trouver des compromis qui divisent encore les co-législateurs. Je ne doute pas que des solutions seront trouvées qui permettront l'adoption du paquet avant la pause estivale. En principe, en juin, je pense. Ladies and gentlemen, some more technical questions. Mesdames et messieurs, des questions techniques ont également été posées qui rejoignent un élément central de cette réforme déjà en place. Il s'agit de ce semestre européen qui a démarré par le renforcement de la gouvernance économique dès le mois de janvier. Ce semestre européen est un élément fondamental de la réforme globale car il fournit un cadre pour les orientations politiques qui sont données aux États membres, un cadre relatif un cadre qui reprend donc les questions qui ont été soulevées par les 2 présidents de séance. Je vais très rapidement vous expliquer quels sont nos espoirs pour ce semestre européen. Au cours de ce semestre européen, la surveillance économique et l'orientation budgétaire vont être conduites de manière intégrée dans toute l'Europe du mois de janvier 2011 au mois de juin.
La Commission a lancé ce premier semestre au mois de janvier par le biais de l'adoption d'une enquête de croissance qui indique clairement que les politiques efficaces de gouvernance budgétaire nécessitent plus de privatisation. Dans les circonstances actuelles, la consolidation budgétaire, les corrections au système financier et les réformes visant à augmenter l'emploi et la productivité sont des priorités pour tous les États membres de l'Union européenne. Ces mesures constituent le cœur des propositions que nous avons faites. En février-mars de cette année, le semestre européen a organisé des rendez-vous politiques pour examiner ensemble les défis et envisager des réponses collectives au niveau de l'Union européenne, réponses qui seraient adoptées par tous les États membres par le biais de leur Parlement. Ces rendez-vous politiques visaient à faciliter une compréhension mutuelle des intentions politiques de chaque État membre individuel, d'avoir une meilleure information sur les orientations politiques des uns et des autres. Ces débats devaient associer tous les acteurs au-delà du Conseil des ministres, puisque cela concernait également le Parlement européen, les parlements nationaux et les partenaires sociaux, les employeurs et les syndicats. Le Conseil européen tirera les conclusions de cet exercice afin de fournir des orientations politiques au mois de mars pendant le sommet annuel économique et social. Le sommet de mars du Conseil européen a été consacré aux politiques économiques et aux questions de cohésion sociale. Le président Séance a parlé de la conférence des parlements nationaux avec le Parlement européen. Je suis tout à fait en faveur, tant pour le Parlement européen que pour les parlements nationaux, de cette mesure. Je pense que l'organisation d'une telle rencontre, d'un tel forum, à un moment opportun dans le cycle politique, serait une très bonne chose. Pourquoi pas en février, mars, pour que cette rencontre précède le Conseil européen économique et social, pour que les différentes mesures puissent être débattues et que les orientations politiques élaborées par les parlements puissent être envoyées au Conseil économique et social, ou alors on pourrait envisager le mois de mai pour que cette rencontre se fasse en aval du Conseil européen pour qu'il y ait un débat des mesures prises lors de ce Conseil. Alors si l'on regarde un petit peu en arrière, le sommet qui s'est tenu le 11 mars et le Conseil européen du 24 mars, je pense que nous pouvons être relativement satisfaits des décisions qui ont été prises. Les recommandations politiques ont été adoptées et il y a eu un accord sur le pacte Euro Plus. 6 États membres se sont engagés à renforcer l'emploi, la productivité, l'assainissement budgétaire et les politiques fiscales. Aujourd'hui, tous les États membres ont rendu leur programme de stabilité et de convergence budgétaire et leur programme de réforme structurelle ont également été rendus. La Commission a procédé à une évaluation et une analyse qui sera rendue le 7 juin. Nos recommandations seront adoptées à Strasbourg le 7 juin. Il s'agit d'un paquet très large puisque les 27 États membres sont
concernés. Il y aura ensuite des recommandations spécifiques adoptées vers la fin du mois de juin. Dans ce contexte, chaque pays sera soumis à des orientations politiques mieux structurées qui visent à améliorer l'efficacité du système de décision politique et nous espérons que ces mesures seront intégrées dans l'élaboration des budgets pour 2012 par les parlements nationaux. J'entends parfois dire que le rôle des parlements nationaux sera affaibli dans l'adoption des budgets, si ceux-ci sont adoptés au niveau européen. Rien n'est moins vrai, je vous l'assure, je vous en assure. Bien entendu, les parlements nationaux sont les acteurs fondamentaux qui doivent prendre les décisions. Ils restent donc à la place du conducteur. Bien entendu, ces recommandations politiques et ces orientations politiques européennes visent à garantir une meilleure harmonisation, mais les spécificités nationales sont bien entendu intégrées dans la prise de décision au niveau national. Je suis moi-même un ancien député national et député européen et je suis bien conscient de l'importance cruciale de la souveraineté parlementaire, notamment pour les compétences budgétaires. La Commission n'a aucunement l'intérêt, elle n'en a pas les ressources non plus, de remplacer les parlements et d'étudier 17 budgets nationaux, voire 27 budgets nationaux. Nous n'avons pas les ressources nécessaires ni l'intention de procéder à cet exercice. La Commission voit son rôle, un rôle plus global. Nous souhaitons donc avoir des informations concernant l'élaboration du budget assez tôt en amont pour avoir un regard d'ensemble et vérifier que tous les pays sont bien engagés sur une voie de reprise et d'assainissement économique et nous pouvons ensuite procéder à des recommandations à l'intention de chaque pays concerné individuellement. Je pense que nous allons trouver un moyen très pragmatique et très efficace de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Avant de conclure ces remarques d'introduction, je souhaiterais vous parler très rapidement des pays concernés par ces programmes. Nous avons dû nous lancer dans des opérations de sauvetage pour sauvegarder la stabilité financière et pour garantir la solidarité entre les États membres de l'Union européenne. Ces programmes visaient à contenir l'incendie budgétaire qui s'est déclaré dans certains pays, en Grèce, en Irlande et au Portugal, pour éviter une propagation européenne de ces incendies. Et j'espère que nous allons réussir dans ces objectifs. Il est indispensable aujourd'hui que nous gardions notre cap pour protéger la reprise économique naissante et pour continuer à nous engager sur la voie d'une reprise économique qui est nécessaire pour tous nos citoyens. Avec ces trois pays, nous travaillons très étroitement. Le programme portugais a été adopté la semaine dernière et l'adoption par le Parlement devrait intervenir très prochainement. Mon pays, la Finlande, vote aujourd'hui même vers 11 heures. Aujourd'hui, ces mesures devraient être adoptées par le Parlement national. Je suis convaincue qu'il s'agira d'un vote positif, d'un vote de soutien et la Finlande devrait ainsi participer au programme de soutien au Portugal. Bien entendu, cela a été très difficile d'obtenir ce résultat, tant en Finlande que dans d'autres pays.
Peut-être que vous savez ce qui s'est passé en France, que vous êtes conscient des négociations qui ont dû être menées en France. Le Portugal est en bonne voie aujourd'hui. Concernant l'Irlande, l'examen trimestriel vient d'être adopté par le Conseil ECOFIN et par l'Eurogroupe. Le programme irlandais est bien orienté. Malgré le changement de gouvernement, le consensus est très large en Irlande sur les principes de base et sur les objectifs du programme. Les déficits budgétaires ont été diminués. Une recapitalisation de 24 milliards d'euros est en cours. Les tests de résistance également ont été menés et d'autres mesures ont été prises pour tirer vers le haut la croissance économique irlandaise. Concernant la Grèce, maintenant, c'est le pays qui pose le plus de problèmes parmi ces trois pays et aujourd'hui, nous œuvrons afin de garantir que la Grèce arrivera à financer à court terme et à moyen terme ses politiques tout en consolidant ses finances publiques. Nous espérons que la Grèce retrouve le chemin d'une dette pérenne et d'une dette plus soutenable et de croissance économique. Après une réunion marathon du gouvernement grec, la Grèce a annoncé très récemment qu'elle s'engage à atteindre cet objectif d'assainissement budgétaire en comblant ce décalage de 3 points de pourcentage. C'est encore un objectif très ambitieux, mais la Grèce va adopter des mesures concrètes prochainement et la Grèce va prochainement démarrer un programme de privatisation pour réduire sa charge de dette. Alors ces mesures ont été adoptées, elles doivent encore être mises en œuvre. Dès leur mise en œuvre, nous pourrons prendre les mesures suivantes qui s'imposent. Et l'avis des États européens, comme l'avis de la France, c'est qu'il est indispensable de mettre en œuvre des objectifs budgétaires, des objectifs structurels, en renforçant les mécanismes existants et pour cela nous avons besoin d'une assistance technique de la part de tous les États membres pour éviter l'évasion fiscale et pour la mise en œuvre des programmes de privatisation tout en améliorant les réformes, le système de santé par le biais de réformes. La Grèce est encore en retard à beaucoup de titres et malheureusement, nous avons besoin de renforcer l'assistance technique à la Grèce et j'en appelle à la France et à d'autres pays européens pour proposer cette assistance technique à la Grèce. Deuxièmement, le programme de privatisation est au cœur de cette mesure. Il y a eu plusieurs idées proposées pour collatéraliser ou titriser des actifs pour garantir l'atteinte de ces objectifs. Ces discussions sont en cours. Les représentants des États membres à la Commission économique et financière envisagent ces possibilités en accordant un rôle particulier à l'Italie. Une question m'a été posée sur la différence entre le reprofilage et la restructuration. Quelle est la différence entre ces deux concepts? Il y a une différence et pour mieux diminuer la charge de la dette et encourager l'implication du secteur privé, nous envisageons une initiative intitulée Vienne Plus, une initiative qui permettrait de jeter les bases pour que les institutions financières et les banques privées
maintiennent leur exposition à la Grèce sur une base volontaire, ce qui pourrait comprendre un reprofilage volontaire de la dette grecque pour éviter un risque de crédit. Ce n'est pas facile. La collatéralisation n'est pas facile non plus. Mais la position des États membres, c'est que ces mesures sont indispensables afin de garantir la crédibilité du programme grec et de garantir la participation du secteur privé à cet exercice fondamental. Je m'attends à ce que des décisions devront être prises avant les congés d'été, d'ici le 20 juin. Soit le 20 juin, soit avant, c'est la date du Conseil ECOFIN et de la réunion de l'Eurogroupe. Donc nous avons 3 ou 4 semaines devant nous pour prendre ces décisions. Pour conclure, je vous dis que les défis auxquels nous sommes confrontés ne se confinent pas aux pays qui sont sous les projecteurs, car tous les États membres aujourd'hui font face à des conditions difficiles et la pression s'accroît pour que tous ces pays mettent en œuvre des réformes nécessaires. Ainsi, nous sommes déjà encouragés par les résultats atteints. Nous avons d'ores et déjà réussi à éviter une répétition du chaos financier causé par l'effondrement de la banque Lehman Brothers. Nous avons aussi construit les fondations d'une reprise économique durable dont les premiers fruits apparaissent déjà. Au premier trimestre 2011, le PIB européen et la croissance économique européenne a atteint 0,8%, le double du taux de croissance américain pour le premier trimestre 2011. La France a posté un taux de croissance encore plus haut, un taux d'1%. L'Allemagne était un petit peu au-dessus de ce seuil. L'emploi enfin reprend et le chômage baisse en Europe, même si c'est encore une baisse trop lente et le taux de chômage est encore trop élevé dans tous les pays européens. Il y a encore des déséquilibres entre les pays. Les déficits budgétaires baissent de 6 à 4% cette année, c'est l'objectif. 3,5% pour l'année prochaine. Nos prévisions de printemps envisagent que la reprise s'installe et que le taux de croissance atteigne 2% sur 2011 et 2012 en Europe. Ce progrès ne signifie pas que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer à traiter ce problème de stabilité financière économique, notamment par le biais des restructurations des mécanismes de gouvernance économique. Nous devons continuer à être ambitieux dans l'élaboration d'un cadre commun européen de réglementation, car une Europe plus forte économiquement et politiquement peut émerger de cette crise. Mais pour cela, nous devons œuvrer tous ensemble et faire preuve d'une volonté très forte de coopération pour tous les États membres. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. On va donc passer au jeu des questions et réponses. Et je demande aux parlementaires qui souhaitent poser des questions de nous le dire. J'ai déjà Elisabeth Guigou, Louis Giscard d'Estaing, Monsieur Muet, Michel Bouvard. Allons-y, Elisabeth.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, merci beaucoup pour votre exposé très précis, très détaillé. Évidemment, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des mesures qui ont été prises pour éviter l'effondrement de la zone euro à partir de l'année dernière et qui ont été consolidées cette année. Je crois que c'est il faut mettre au crédit de l'Union européenne d'avoir su réagir de façon à ce que, effectivement, la spéculation en particulier qui s'était déchaînée puisse être contenue. Ça a été fait, ça a pris du temps, mais la démocratie, ça prend du temps. Je crois qu'il faut dire ça. Bon. Alors, ayant dit ceci, c'est vrai qu'on ne peut pas faire fonctionner l'union monétaire sans respecter les règles. Et c'est vrai que l'inquiétude avait monté à partir des années 2003-2004, quand les deux pays fondateurs de l'union monétaire, la France et l'Allemagne, avaient commencé à dépasser les règles de déficit budgétaire sans que rien ne se passe vraiment qui empêche cette dérive. Et sans que d'ailleurs ces deux grands pays acceptent qu'on mette en place une vérification sur pièce et sur place des statistiques. Peut-être, si nous avions fait ça, aurions-nous évité que le dérapage, la fraude en Grèce, prenne cette importance. Donc oui, effectivement, à de nouvelles règles et assorties de sanctions, mais je m'associe à la remarque faite tout à l'heure par Jérôme Cahuzac. Le problème, c'est comment, là on est dans la gestion fine. Mais enfin, des sanctions sont évidemment nécessaires si les pays ne respectaient pas les règles. Mais ma question portera sur l'équilibre entre les règles nécessaires au sein d'une union monétaire et la nécessité absolue, y compris pour réduire les dettes au niveau où elles sont aujourd'hui, de relancer la croissance. Or là, moi je suis très inquiète de voir s'additionner les plans d'austérité et de ne pas voir en face des mesures véritablement significatives pour relancer la croissance. Non seulement pour l'emploi, pour l'investissement, mais aussi pour arriver dans de bonnes conditions à réduire les déficits et la dette, car sans croissance suffisante, on n'arrivera pas à réduire les déficits et la dette. Alors, plusieurs propositions ont été lancées, celle des eurobonds, il y a eu plusieurs propositions, celle de Jacques Delors au début des années 90, puis celle de M. Juncker, qui sont un peu différentes, les unes pour soutenir les investissements générateurs de croissance et d'emploi, celle de M. Juncker pour aider quand même les pays qui ont des difficultés à se refinancer, à refinancer leurs dettes à des conditions plus avantageuses. Il y a celles de M. Barroso qui sont plus modestes, ça passe par la Banque européenne d'investissement. Où en est-on là-dessus? Est-ce que l'Union européenne et les ministres des Finances, qui ne sont pas seulement ministres des Finances, mais aussi ministres de l'économie, comme vous-même, Monsieur le Commissaire, êtes commissaire aux affaires économiques et financières, ont l'intention de prendre des mesures en ce sens? Parce que, et je m'arrêterai là, on voit avec ce qui se passe en Grèce et en Espagne que nos démocraties vont finir par être menacées si la crise sociale s'accentue à ce point. Et évidemment, moi je suis aussi personnellement très inquiète de voir que, on envisage d'accentuer les règles de contrôle sur le secteur bancaire. Il faut voir jusqu'à quel point, parce qu'il ne faudrait pas juguler le crédit, là encore, mais que rien ou presque rien ne se passe sur cet immense système noir qui n'est pas régulé, des produits qui ne sont pas contrôlés, des lieux, paradis fiscaux ou autres, qui sont les dark pools, complètement en dehors d'un système de contrôle, et des opérateurs ou des institutions qui, eux aussi, échappent à tout contrôle. Donc, si vous pouviez nous dire, parce que je ne pense pas que nos démocraties supportent les remèdes, les cures d'austérité qui risquent de tuer quand même le malade au passage, si en plus on ne leur montre pas que, on tâche quand même de relancer la machine, et deuxièmement, qu'on opère des contrôles drastiques, pas seulement sur les déficits et les dettes des États, mais aussi sur ces institutions qui nous ont conduits là où nous sommes.
Louis Giscard d'Estaing. Oui, merci, messieurs les présidents. Monsieur le commissaire, dans ce que vous avez dit concernant les politiques budgétaires laxistes, est-ce qu'il n'y aurait pas, et je voudrais prendre un exemple, mais qui n'est pas nécessairement uniquement focalisé sur le cas de ce pays, mais pour que vous voyez ce que j'entends par cela, en prenant le cas de l'Irlande. L'Irlande s'était lancée dans une politique fiscale, de déduction fiscale, que certains considéraient comme du dumping fiscal, et donc ceci était un choix qu'avait fait ce pays tout en étant membre de la zone euro. Et est-ce qu'il n'y avait pas finalement une forme de paradoxe entre certaines initiatives de la Commission européenne, et en particulier venant du commissaire irlandais, McCreevy, et les choix qui ont été ceux de l'Irlande. Deuxième sujet, le contrôle bancaire. Là aussi, en prenant le cas de l'Irlande, le contrôle sur les banques irlandaises était assuré par la Banque centrale irlandaise et non pas par la Banque centrale européenne. Quel est votre regard sur ce problème qui, finalement, ne semble pas être en cohérence avec le principe même d'une zone et d'une monnaie unique? Deuxième question, sur les relations entre les parlements européens, les parlements nationaux et un certain nombre de sujets qui relèvent de votre portefeuille à la Commission européenne. Je voudrais prendre un exemple très concret, certains de mes collègues le savent, je fais partie de ceux qui souhaitent qu'il y ait un jour un billet de 1 euro, un billet de banque de 1 euro, sur le modèle du billet de 1 dollar américain. Le Parlement européen a pris une résolution, je crois en 2005, plus de 300 membres du Parlement européen ont demandé la création de billets de 1 et de 2 euros. Le Parlement français, pour sa part, avait, pour ceux qui avaient co-signé ma proposition, à plus de 200 membres de ce Parlement, avait également souhaité que ceci puisse se réaliser. Quelle est votre perception sur ce type d'initiative et sur la relation qu'il peut y avoir à travers l'expression par le Parlement européen et les parlements nationaux de demandes sur des sujets qui concernent finalement tous nos concitoyens de la zone euro? Pierre Lamé. Oui, merci messieurs les présidents. Merci monsieur le commissaire pour cette présentation. Je voudrais poser deux questions, une sur la coordination des politiques, une autre sur la question des restructurations des dettes. Sur la coordination des politiques économiques, force est de reconnaître que l'Europe a toujours essayé de coordonner par des règles et qu'elle n'y a jamais vraiment réussi. Une vraie coordination des politiques économiques dans une situation comme celle qu'on connaît, ça suppose d'être capable de définir le bon policy mix qui s'appliquerait à la zone euro, notamment, à l'Europe dans son ensemble aussi. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre, c'est ce que disait Elisabeth Guigou, entre retrouver la croissance et les politiques de réduction des déficits. On sait très bien que des politiques d'austérité conduites dans tous les pays sans coordination, ça a un effet tellement dépressif qu'au total, l'effet risque d'être extrêmement faible sur la réduction des déficits et catastrophique sur la croissance. L'histoire nous l'enseigne, ça s'est produit plusieurs fois en Europe, à certaines périodes, et là, il y a un risque évident qu'illustrent d'ailleurs tous les instituts de conjoncture qui simulent l'impact des politiques restrictives qui sont conduites en Europe. Donc il y a une vraie question, comment arriver à la fois à faire repartir la croissance tout en réduisant les déficits, et ça suppose un dosage subtil des politiques économiques dans les pays. Il y a des pays qui ont un excédent extérieur, qui ont un déficit plus faible que d'autres et qui donc peuvent servir de locomotive. Bon, l'Allemagne le fait en ce moment, puisqu'elle a une croissance qui est en partie tirée par sa demande intérieure, mais ça suppose en tout cas une coordination plus subtile que celle de se limiter à des règles. Je suis guère convaincu non plus par les sanctions.
Et je pense que sur les dettes, la question qu'on va être amené à se poser, c'est celle qu'a déjà soulevée M. Juncker, d'une mutualisation des dettes. Je vois qu'elle est évoquée dans le document que vous nous avez donné. Je pense qu'il y a des réflexions intéressantes qui ont été conduites sur la possibilité de mutualiser la dette européenne jusqu'à 60% du PIB, parce que je pense notamment aux travaux de l'Institut Bruegel, de Blue Debt et de Red Debt, de dette rouge et de dette bleue, pardon. Je pense que c'est des travaux importants parce qu'en 2013, il va y avoir un changement de régime, puisqu'en 2013, les dettes, les crédits qui vont être accordés autoriseront la possibilité d'une restructuration. C'est une décision qui est lourde de conséquences, parce qu'elle pourrait tout à fait entraîner une explosion des taux d'intérêt de la part dans des pays qui sont fortement endettés, puisqu'après tout, s'il y a un risque de défaut, les marchés en tiendront compte. Et donc, on peut se retrouver, à partir de 2013, dans une situation extrêmement délicate pour des pays qui sont déjà en difficulté financière. Et je pense que si on n'a pas anticipé cette situation, comme le propose les réflexions qui ont été conduites sur la mutualisation des dettes, on sera confronté à une situation dans laquelle, à nouveau, comme ça s'est déjà produit, on réagira avec retard et de façon inefficace. Et je trouve que la réflexion sur la mutualisation des dettes, notamment celle de l'Institut Bruegel, est très riche parce qu'elle donne en même temps une façon, le fait de considérer qu'on peut mutualiser la dette jusqu'à 60% du PIB. C'est donner au critère de 60% du PIB de dette un vrai sens. Et c'est avoir un mécanisme qui permet justement de le faire respecter, puisque à partir du moment où la dette dépasse 60% du PIB, elle est plus mutualisée, elle est plus garantie par l'Europe à des taux d'intérêt très bas, donc elle est soumise à des taux d'intérêt de marché, et par conséquent, il y aura évidemment une pression pour réduire les dettes. Mais je trouve qu'on ne peut pas échapper à cette réflexion. Il faudrait que l'Europe soit capable d'anticiper les crises avant qu'elles se présentent. Merci. Merci, Président. Monsieur le Commissaire, je complète un peu ce que vient de dire mon collègue Pierre-Alain Muet. Le profilage, est-ce que ce n'est pas effectivement un mot pudique pour annoncer dans un premier temps des abandons d'intérêts, après des allongements de délais et à la fin, effectivement, une perte d'une partie du capital? Et c'est une hypothèse qu'on a entendue, effectivement, avec cette dette bleue et cette dette rouge. Ne considérez-vous pas que si on en arrive là, il y aura non seulement peut-être, comme le dit Pierre-Alain, une hausse des taux, ce qui serait peut-être, entre guillemets, le moindre mal, mais plutôt un blocage total du système financier vis-à-vis des dettes souveraines, ce qui entraînerait un blocage global de l'économie mondiale. Michel Bouvard. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Commissaire, trois questions. La première, qui prend le relais de ce qui vient d'être dit, comment aujourd'hui peut-on échapper à ce que tout le monde commence à évoquer, c'est-à-dire à une restructuration de la dette grecque, qui effectivement poserait un certain nombre de problèmes au niveau des prêteurs, sur la fiabilité des engagements financiers en direction des États de l'Union. Deuxième interrogation qui prend le relais des observations justes d'Elisabeth Guigou au regard de la problématique de la croissance. Bon, nous savons ce que les plans d'austérité vont amener comme contrainte au niveau de la croissance, et le risque réel qui existe qu'au niveau des États, dans les arbitrages budgétaires qui seront rendus, que ce soit l'investissement qui soit la variable d'ajustement, parce qu'on sait très bien que des économies sur le fonctionnement supposent des restructurations en profondeur et ne produisent des effets qu'au bout de quelques années. Il ne faut pas y renoncer, parce que les meilleures économies que l'on peut faire sont celles qu'on peut faire sur le fonctionnement, mais la crainte, évidemment, en période de crise, c'est que l'investissement soit la variable d'ajustement.
Or, l'investissement, c'est ce qui conditionne la compétitivité du continent européen au moment même où on voit les investissements colossaux qui sont faits dans les pays émergents, qui, eux, ont beaucoup moins connu la crise, voire ne l'ont pas connue du tout, avec un risque de déclassement aussi bien pour la France que pour l'ensemble du continent, dès lors que nous marquerions une pause sur les investissements qui serait prolongée. Le budget de l'Union européenne mobilise finalement une part, somme toute, très modique sur les investissements. Nous savons qu'il n'est pas possible d'accroître le budget de l'Union européenne dans les années qui viennent, compte tenu des contributions nationales. Donc comment peut-on répondre à ce défi qui consiste à maintenir de l'investissement? Est-ce que l'Union européenne peut prendre, par exemple, des dispositions encourageantes pour l'investissement de long terme et pour les investisseurs de long terme? Est-ce qu'on peut, au niveau des normes prudentielles qui sont établies, favoriser cet investissement de long terme? Comment pouvons-nous mobiliser des fonds souverains? Comment l'Europe peut-elle être attractive pour l'investissement de long terme sur les infrastructures, sur la recherche? Je pense qu'il y a là un certain nombre de questions qui mériteraient que nous puissions avoir des réponses. Et puis enfin, dernier sujet, les normes. Les normes avec l'impact des normes prudentielles bancaires et assurantielles. On sait aujourd'hui que ces normes impacteront plus le continent européen, peut-être à l'exception de la Grande-Bretagne, que les autres parties du monde. Parce que le financement de l'économie en Europe, il est d'abord assuré par les réseaux bancaires. C'est le cas en France, mais pas seulement. On a déjà l'impact de Solvabilité 2, de Solvency 2 sur les assurances. Bon, comment aujourd'hui l'Union européenne se positionne-t-elle pour qu'on n'asphyxie pas la distribution du crédit à l'économie par les réseaux bancaires au travers de normes nécessaires, mais qui seraient excessives, dès lors que pour nous, il n'y a que les réseaux bancaires qui financent au principal. Il y a, à moins qu'il y ait d'autres demandes, je voudrais, parce que le commissaire nous a fait savoir qu'il devait nous quitter vers 10h30, je crois. Il y a Gilles aussi. Donc Sophie Prima et Gilles Carrez. Sophie, mais si vous pouvez essayer d'être bref. Parce que... Très rapidement alors, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. Moi j'ai simplement une question, deux petites questions à Monsieur le Commissaire. On sent bien à travers votre intervention et à travers les différentes questions qui ont été posées que l'Union européenne a un besoin extrêmement fort de gouvernance économique, mais surtout de gouvernance politique. Je crois qu'à travers ce qui a été dit, notamment par mon collègue Bouvard, l'Europe souffre aujourd'hui d'un manque d'incarnation politique forte qui soit capable de porter un projet de croissance pour l'Europe et certainement un plan d'investissement. Donc je voudrais avoir votre opinion sur la position notamment de Michel Barnier, qui est celle d'avoir un président européen incarné, qui soit capable de porter pour les peuples européens une politique forte de croissance, afin d'éviter que l'Europe n'apparaisse comme le gendarme pour les peuples en permanence, celui qui punit des mauvais comportements. Et ensuite, j'ai une question rapide sur les agences de notation. Je voudrais savoir en fait quelle est la réflexion européenne sur le bien fondé des cotations et des notations de ces agences. Il y en a 3 qui sont majeures et qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps sur ce marché, sur la base de critères qui sont à la fois très subjectifs et très objectifs. Sur les critères subjectifs, comment est-ce que on peut avoir comment l'Europe peut avoir un avis sur ces agences de notation et comment inciter ces agences de notation à prendre en compte, bien sûr, notamment sur la dette liée au fonctionnement et celle qui est liée à l'investissement et qui permettra de gérer la croissance à plus long terme. Merci. Oui, merci, Monsieur le Commissaire. Oui, 3 questions précises. La première concerne, je ne veux pas parler de restructuration, mais disons les modifications de maturité ou de taux des prêts consentis à la Grèce par les États européens. Et je voudrais savoir pourquoi, à ce stade, la Commission ne veut pas étendre ce type de révision des prêts à ceux qui sont consentis par des investisseurs privés. Pourquoi ceci ne concerne pas les investisseurs privés?
Deuxième question, il mis en place le fonds de stabilité financière. Il est alimenté par des prêts qui sont garantis par les États. Je voudrais savoir si les engagements de ces États sont comptabilisés au titre de leur dette publique par Eurostat. Et puis, troisième question, dans le cadre de la surveillance budgétaire, il est prévu que soit renforcé le pacte de stabilité, notamment les mécanismes de sanctions. Et donc, devrait être conféré à la Commission un rôle plus important qui pourrait lui permettre de prononcer automatiquement des sanctions, mais on prévoit qu'il puisse y avoir une opposition du Conseil à une majorité qualifiée. Or, que ce soit le Parlement européen ou la Banque centrale européenne, ceux-ci estiment qu'il ne faut pas avoir ce type d'appréciation supplémentaire, il faut avoir vraiment un processus de sanctions automatique pour déficit excessif. Je voudrais savoir ce qu'en pense la Commission. Important. I would like to start with the questions posed by. Alors, je vais commencer par répondre aux questions posées par Madame Guigou. Et je répondrai également à quelques éléments des questions de Monsieur Mouet et de Madame Klimas par la même occasion. Alors, concernant notre stratégie économique dans la situation actuelle, notre objectif principal, c'est d'adopter deux orientations parallèles. Premièrement, la solvabilité, la consolidation budgétaire, c'est nécessaire et inévitable. Et en parallèle, il faut prendre des mesures qui vont relancer la croissance et soutenir la croissance. Et ainsi, nous avons besoin de mesures à la fois dans le domaine de l'investissement et dans le domaine des réformes liées au marché de production et au marché de l'emploi. Alors, premièrement, sur la consolidation budgétaire. Le fait est qu'en Europe, nous avons vu par le passé, dans les 2-3 dernières années, en conséquence de la crise financière, de la récession qui a suivi et, dans une moindre mesure, des paquets de relance qui ont été adoptés par plusieurs pays, nous avons vu une explosion de la dette publique qui est passée de 60% à environ 85%. Ces 2 dernières années, la plupart des progrès faits en matière de consolidation budgétaire ces 20 dernières années ont été effacés ces 2 dernières années. Et beaucoup de chercheurs économiques se sont attachés à définir l'impact de la dette publique sur l'activité économique. Alors, il n'y a pas de corrélation exacte, mais Carmen Reinhardt et Kenneth Rogoff, qui sont des économistes reconnus, ont publié un ouvrage remarquable il y a 2 ans intitulé « Cette fois-ci, c'est différent ». Et il s'agit d'une présentation historique de la dette publique au cours des siècles et des cessations de paiement, des faillites d'État au cours des siècles. Et il y a en fait des schémas qui sont suivis, sauf cette fois-ci, puisque cette fois c'est différent. Mais il y a toujours des règles de base qui s'appliquent, quelle que soit la situation. Une autre de leurs conclusions, c'était que dans les économies modernes, lorsque la dette publique atteint 80-90%, eh bien, cela a un impact très négatif sur l'activité économique et sur le dynamisme des entreprises, car cette dette publique devient un fardeau pour la croissance économique. Alors bien entendu, il n'y a pas de relation automatique, cela dépend d'autres facteurs.
de l'endettement privé notamment, mais lorsque la dette publique atteint 80-90%, celle-ci a un effet délétère sur la croissance économique et sur l'activité économique. Sans parler des pays en crise qui n'ont pas eu le choix. Ils étaient obligés de prendre des mesures très strictes de consolidation budgétaire pour éviter la cessation de paiement. La Grèce était en situation proche de la faillite en mai dernier, l'Irlande en était au même point en novembre et le Portugal aurait dû déclarer faillite en avril ou juin sans assistance européenne. C'est notre philosophie. Nous devons défendre la consolidation budgétaire. C'est une mesure inévitable et nécessaire aujourd'hui, tout en permettant de prendre des mesures favorisant la croissance économique. Et ceci doit être fait sur tous les fronts concernés par l'activité économique. Par exemple, ce qui est critique, c'est de procéder à une réparation, à une correction, notamment dans le cadre du crédit accordé aux entreprises, surtout aux PME, et du crédit accordé aux particuliers et aux ménages, car les crédits accordés ont chuté depuis la crise. Ainsi, les derniers chiffres que nous avons montrent que les conditions du marché financier se sont améliorées en Europe depuis le deuxième trimestre 2010. Et il est important de noter que l'activité des prêts accordés aux entreprises et aux ménages a repris. Vous connaissez l'économie moderne. Dans l'économie réelle, le crédit est nécessaire et nous ne pouvons pas asphyxier cette source. Et nous sommes d'ailleurs en train de procéder à des tests de résistance des établissements bancaires en parallèle à la restructuration, à la recapitalisation de certains de ces acteurs bancaires, car il est indispensable que notre système bancaire et financier puisse continuer à accorder des crédits aux entreprises et aux ménages. C'est plus important en Europe qu'aux États-Unis. Alors la deuxième de nos orientations, c'est l'investissement. Certains d'entre vous ont évoqué la mutualisation de la dette et des euro-obligations. Une initiative a été lancée sur la création d'obligations qui visent à fournir un soutien public pour donner des incitations au secteur privé pour lever plus de fonds en multipliant l'effet de notre budget et avec la Banque européenne d'investissement pour que nous puissions couvrir la première partie du risque alors que les investisseurs privés devraient porter la deuxième partie du risque, la partie majeure du risque. Dans le contexte actuel, il y a une trop forte aversion au risque, un dégoût du risque qui risque de se renforcer dans les années à venir et qui va tarir l'investissement, surtout l'investissement sur les communications transfrontalières, les transports au niveau européen et d'autres investissements en réseau. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Des mesures de restructuration sont indispensables pour favoriser la croissance et la relance de l'emploi. En Autriche et aux Pays-Bas, il y a pratiquement une situation de plein emploi, alors qu'en Espagne ou en Lettonie, le chômage atteint 20%, voire même dépasse ce chiffre. Donc il faut se tourner vers les institutions, vers les politiques qui expliquent ces déséquilibres. Pourquoi est-ce que dans certains pays, le taux d'emploi est bien plus élevé que dans d'autres? Je me souviens de ce que Jacques Delors disait en 1993 dans le livre blanc pour la croissance et l'emploi.
Il avait déjà sélectionné le Danemark et les Pays-Bas comme point de référence, point de comparaison, car c'était les pays qui étaient les plus avancés. Et Wim Kok, l'ancien Premier ministre, qui a mené un groupe de réflexion en 2004, a lui aussi montré les Pays-Bas et le Danemark comme des très bons exemples de politique de l'emploi et de compétitivité. Si l'on procédait à une enquête similaire aujourd'hui, je pense qu'encore une fois, le Danemark et les Pays-Bas seraient aux premières places, peut-être rejointes par l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, comme pays hors zone euro. Et alors je me demande ce que les autres pays ont fait ces dernières années, car dans beaucoup de pays, le taux de chômage est encore très élevé. Si l'on regarde la relance économique allemande, ces 10 dernières années, l'Allemagne a procédé à beaucoup de réformes structurelles du marché de l'emploi pour améliorer l'employabilité et inciter à l'embauche. Lorsque la crise a frappé l'Allemagne, les économistes de la Bundesbank ont craint que le chômage explose et passe de 3 à 5 millions de chômeurs, mais le chômage est resté stable et a même baissé pendant la crise et surtout depuis la crise grâce à la demande extérieure et grâce aux réformes structurelles du marché de l'emploi. Il faut que nous soyons actifs sur tous les fronts. Et c'est ce que nous avons fait dans cette stratégie Europe 2010 pour la croissance et l'emploi. Pour vos questions concernant l'Irlande et le dumping fiscal, Tom McCreevy est un ancien commissaire, il n'est plus commissaire, il l'était jusqu'au début 2010. Il a ses opinions qui ne sont pas partagées par la commission actuelle qui souhaite renforcer la coordination fiscale. Nous avons d'ailleurs élaboré une proposition envisageant une coordination de l'assiette fiscale pour l'impôt sur les sociétés qui est une première étape vers une fiscalité coordonnée, en tout cas pour les sociétés européennes, pour les entreprises européennes. Et nous espérons que cette proposition sera acceptée par la République française et par les autres États membres. Au sujet du billet d'1 €, je pense qu'il faudrait poser la question à Jean-Claude Trichet avant son départ en retraite pour avoir son opinion. Je n'ai pas à m'immiscer dans des questions qui sont pertinentes aux activités de la Banque centrale européenne. Concernant la question sur les euro-obligations, les obligations projets qui ne sont pas la même chose, donc ces obligations euros, euro bonds en anglais, si nous avons effectivement un goût intellectuel pour l'initiative Bruegel qui créerait des mesures d'incitation pour la politique budgétaire par le biais des dettes bleues et des obligations rouges. Donc nous aurions un taux d'intérêt européen jusqu'à un certain seuil et ensuite un taux d'intérêt privé au-delà de ce seuil. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant de rendre le marché des obligations à l'échelle européenne plus liquide. Je pense que ce serait la première étape. Je dois vous rappeler qu'il y a un an, nous avons élaboré une proposition lorsque nous avons créé le mécanisme européen de stabilisation financière et le Fonds européen de stabilité financière qui ont été lancés le 9 mai 2010, donc le jour de la fête de l'Europe. Notre objectif, c'était de créer un mécanisme qui puiserait dans le budget européen et ensuite dans des garanties apportées par différents États membres pour soutenir
des opérations visant à sauvegarder la stabilité financière. Le Conseil ECOFIN a apporté son accord, mais c'était très difficile car certains pays craignaient que ces mécanismes ressemblent trop à des euro-obligations. Nous avons créé ensuite cet arrangement intergouvernemental qui s'appelle aujourd'hui la Facilité européenne de stabilité financière ou le Fonds européen de stabilité financière. Alors, je suis relativement confiant sur l'intégration d'une clause de révision dans ce paquet de mesures budgétaires et fiscales. Je pense que d'ici quelques années, nous allons procéder à un examen pour voir si nous devons continuer sur cette voie ou réévaluer les mesures. Cette clause de révision est en cours de débat à Bruxelles. L'Europe n'a jamais eu son Alexander Hamilton et nous n'avons pas de gouvernement fédéral économique comme il en existe aux États-Unis depuis plusieurs siècles. Vous vous souvenez que le gouvernement fédéral économique aux États-Unis a émergé d'une situation de dette. C'est Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor américain, qui a proposé de nationaliser, d'américaniser en quelque sorte les dettes des États après la guerre d'indépendance. Et c'est cela qui a créé les bases, la fondation d'un gouvernement économique fédéral. Bien entendu, il y avait encore un désaccord au sujet du siège de ce gouvernement. Est-ce qu'il devrait se situer à Washington ou dans le sud, dans les États du Sud? Mais c'était une étape primordiale dans le développement d'une gouvernance économique à l'échelle américaine. Alors il y a encore quelques questions, il me reste très peu de temps. Je vais essayer d'y répondre. Les questions posées par M. Boin et M. Bouvard au sujet de la restructuration. Et la question de M. Carré. Il ne faut pas sous-estimer les risques liés à une potentielle restructuration de la dette grecque. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, ça ne fait pas partie de notre plan, car une restructuration risquerait d'éroder la base en capital des banques grecques et ceci pourrait conduire à une asphyxiation du crédit et à une défaillance du système qui affaiblirait l'économie réelle de la Grèce. Il y aurait des événements en cascade qui seraient déclenchés. Je vous laisse imaginer les conséquences finales de ces événements en cascade. C'est pourquoi la Banque des règlements européens est contre cette restructuration et nous partageons cette opinion. Ce que l'on peut envisager, c'est un exercice qui éviterait donc ces risques extrêmes et éviterait donc la panique des pays prêteurs. Nous envisageons une initiative en évaluant la faisabilité d'un rééchelonnement ou d'un reprofilage volontaire, donc sur une base volontaire, qui ne toucherait pas le capital de la dette grecque. À court terme, c'est une solution envisagée, mais au bout du compte, la conclusion, c'est que la Grèce doit arrêter de vivre au-dessus de ses moyens.
le déficit a dépassé les 10% du PIB, malgré les efforts de réduction de 7% du déficit budgétaire. C'est peut-être un record en Grèce aux côtés de la Lettonie. Donc il ne faut pas sous-estimer les efforts et la volonté grecque. Malheureusement, c'est encore insuffisant. Et la Grèce, à terme, doit réussir à dégager un excédent primaire pour stabiliser sa dette et commencer à réduire cette dette. La Belgique y a réussi dans les années 1990, pendant presque une décennie. Il y avait un excédent primaire structurel qui a permis de réduire la dette de manière considérable. Et il y a quelques semaines, 6 États membres aujourd'hui ont eu un excédent primaire d'au moins 4% depuis 4 ans. Donc économiquement et financièrement, c'est faisable pour la Grèce. La question qui reste en suspens, c'est est-ce que la volonté politique et la volonté sociale, est-ce que la population accepteront donc cette restructuration budgétaire pour dégager ces excédents primaires? C'est là la question cruciale qui se pose à la Grèce. La volonté politique et la volonté de la population grecque, est-ce qu'ils sont prêts à surmonter, à se donner les moyens de surmonter ce défi? Alors, les réponses ne sont pas faciles, il n'y a jamais de formule magique. Il faut que nous trouvions une solution intellectuelle et une solution qui soit faisable économiquement et surtout viable politiquement pour tous les États de l'Union. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là. Pour vous libérer pour vos autres devoirs parlementaires, je dois me rendre à l'OCDE, je dois y être à 11 heures pour représenter l'Europe. Il s'agit du 50e anniversaire de l'OCDE qui est célébré aujourd'hui même. Et dans cette ambiance morose, il est toujours très bon de nous rappeler que l'OCDE, il y a 50 ans, a été créée pour répartir les investissements du plan Marshall et a joué un rôle fondamental dans la relance de l'économie européenne. Je vous remercie. Bien, Monsieur le Commissaire, je voudrais, au nom de Jérôme Cahuzac, de Michel Bouvard et Gilles Carrez et moi-même, et puis tous les parlementaires, vous dire combien on a été vraiment très très heureux de vous accueillir. On sait le rôle majeur que vous jouez en ce moment. Et merci infiniment d'avoir accepté de répondre à toutes les questions des parlementaires. On aura sûrement l'occasion de vous revoir tant ce sujet économique et financier est évidemment majeur. Et donc, avec la Commission des finances, on voudrait vous remercier très chaleureusement et vous souhaiter un bon colloque à l'OCDE. Merci. Voilà. Merci beaucoup.